Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de questions d'actu, ce soir, le Forum économique mondial de Davos. Après une interruption de 3 ans de son créneau annuel de janvier, l'élite politique, académique et financière mondiale est revenue à Davos pour discuter de problèmes mondiaux urgents, notamment la crise climatique, la stabilité politique, la fin de l'ère de l'argent bon marché ou encore et surtout de la sécurité énergétique. L'événement organisé dans la ville de montagne suisse de Davos se déroule donc cette fois dans un contexte économique et géopolitique des plus troubles, et ce depuis plusieurs années. La flambée de l'inflation a déclenché de fortes hausses des taux d'intérêt dans le monde entier et une guerre terrestre se poursuit en Europe. Alors que 52 chefs d'État se sont rendus à Davos cette année, il manque des dirigeants de haut niveau. Le président américain et ses homologues chinois et russes, le président français Emmanuel Macron qui a promis de rendre la planète encore plus grande est lui aussi absent, tout comme le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak, ou encore le président brésilien réélu Lula da Silva. Du coup, le chancelier allemand Olaf Scholz est le seul dirigeant d'un pays du G7 à se rendre à Davos. Pour certains analystes, l'absence de grands leaders n'est pas seulement un problème majeur pour le Forum économique mondial, mais aussi pour la mondialisation. On en parle dans cette émission. Et le Maroc est représenté, il est présent à Davos avec ses ministres de la transition énergétique, de l'industrie et de l'investissement. La délégation marocaine est conduite par le chef du gouvernement. Alors que peut-on attendre concrètement de cette participation à ce forum qui réunit le Gotha mondial ? Je vous propose, avant d'accueillir et de vous présenter mes invités, je vous propose d'écouter un extrait du speech de Aziz Akhannouch. Nous avons noué des relations de confiance qui établissent le Maroc comme partenaire privilégié. C'est particulièrement le cas en Afrique où, ces 20 dernières années, Sa Majesté le roi Mohammed VI a effectué plus de 50 visites pour aboutir à la signature de plus de 1000 accords de coopération et contre les réflexes protectionnistes. C'est en Afrique que la ZLECAf, plus grande zone de libre-échange, a vu le jour. Fort de ces accords de libre-échange avec l'Union européenne, les États-Unis et à travers la mise en place de la ZLECAf, investir au Maroc donne accès aujourd'hui à un marché de 2 milliards de consommateurs. Le Maroc est également devenu un leader de développement durable qui constitue le développement économique et humain, le défi économique et humain de notre génération. Les énergies renouvelables représentent ainsi 38% de notre mix énergétique. Et notre ambition est de porter à plus de 50% d'ici 2030. Nous œuvrons pour la paix et la sécurité dans la région, mais aussi dans le monde, en contribuant au dialogue des civilisations et en participant au rapprochement entre les cultures, les religions et les peuples qui cohabitent au Maroc dans la plus grande sérénité. Place au débat, bien sûr, dans la sérénité, mais aussi dans le factuel, en compagnie de mes invités. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir professeur Zakaria Abou Dahab, professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir, professeur Abou Dahab. Bonsoir, Madame Khadija. Merci de vous joindre à nous. Merci à vous. Toujours sur le plateau de questions d'actu, j'ai également le plaisir d'introduire Anas Abdoun, consultant en stratégie spécialisé dans les énergies hydrocarbures. Bonsoir Anas Abdoun. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. J'ai également le plaisir d'accueillir dans cette émission, cette fois depuis Dubaï, par Skype, Mohamed Badin Yatiwi, professeur de relations internationales et directeur du master en diplomatie à l'Université américaine de Dubaï. Bonsoir Mohamed Badin Yatiwi, merci de vous joindre à nous. Merci à vous, bonsoir. Et depuis Paris, toujours par Skype, professeur Henri-Louis Védier, professeur émérite HEC Paris et senior fellow au Policy Center for the New South, think tank marocain. Bonsoir professeur Védier, c'est un plaisir de vous accueillir parmi nous dans Questions d'actu. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est un honneur pour moi. Tout le plaisir est pour nous. Alors, il est clair que si on devait retenir une idée, ou en tout cas deux principales idées de cet extrait de discours du chef du gouvernement marocain à Davos, c'est le multilatéralisme et c'est aussi le rôle du Maroc
dans sa région et sur son continent. J'aimerais bien vous faire réagir, messieurs, tout d'abord un tour de table par rapport à cette participation marocaine au Forum économique de Davos et qui se tient justement autour de cette thématique d'un monde fragmenté. Comment surpasser cette montée de l'anti-multilatéralisme? Professeur Zakaria Bouda, je commencerai par vous. Moi, je dirais que le Maroc contribue à rendre le monde plus visible, tout en offrant une sorte de boussole stratégique dans des zones de perturbation et de turbulence. Et évidemment, il y a un ancrage dans tout à l'heure, le speech de M. Aziz Akhnouch, en parlant de l'Afrique, du continent africain, des espoirs ou des opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, en parlant également du Maroc en tant que contributeur au niveau des énergies renouvelables. Et je crois qu'il s'agit là d'une opportunité stratégique pour permettre d'abord au Maroc de montrer qu'il est dans une démarche de sérénité, mais en même temps, évidemment, dans un monde qui est trouble. Exact. Donc, plus ou moins, tant bien que mal, on cherche à se sortir d'affaires avec le moins de dégâts. Il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. La mondialisation n'est pas toujours porteuse d'opportunités, elle est également porteuse de défis énormes. Oui. Henri-Louis Védier, une réaction par rapport au speech que nous venons de suivre du chef du gouvernement marocain, Aziz Akhnouch. Mais moi, je voudrais compléter les propos que je viens d'entendre, car je les partage, et dire que le Maroc a beaucoup de choses à montrer. D'abord, son leadership dans le domaine des énergies renouvelables en Afrique et un message porteur d'espoir. Le Maroc n'a pas de ressources naturelles. Le Maroc a réussi, avec peu de ressources, à faire ce que d'autres, avec beaucoup de ressources, n'ont pas réussi à faire. Et c'est un message d'espoir pour l'Afrique. Et enfin, moi, je crois que, en tant qu'Européen, le Maroc est la plaque tournante, le passage obligé entre l'Europe et l'Afrique. Et donc, ceci va dans le bon sens pour moi. Donc, dernier point, je ne crois pas qu'on est à la fin de la mondialisation, mais nous aurons sans doute l'opportunité d'en discuter. Non, la fin, mais certainement une redéfinition du multilatéralisme et de cette mondialisation, justement. Professeur Védier, nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Mais avant, je continue le tour de table sur cette question. Anas Abdoun, énergie renouvelable, cette question du positionnement du Maroc dans son continent. Et aussi, d'ailleurs, il a été interpellé par le président du Forum, Klaus Schwab, dans une question où Aziz Akhnouch est revenu tout simplement sur l'exploit des lions de l'Atlas. Alors, que fait justement le sport aussi par rapport à ce positionnement-là marocain? Oui, en fait, depuis la dernière édition, le monde a connu deux crises majeures sur lesquelles le Maroc peut apporter une réponse. Il y a eu la crise Covid et on sait qu'elle a eu un impact très important sur le commerce international, mais aussi sur le terme de la pensée économique, c'est-à-dire cette idée de souveraineté qui est revenue, cette idée effectivement qu'on n'est pas obligé de produire très loin de ses frontières. Et là, effectivement, avec les accords de libre-échange qui ont été cités par le chef du gouvernement, avec la proximité géographique et les connexions maritimes qui sont les nôtres, on a des arguments de poids et c'est une bonne chose de le mettre en évidence. Et puis le deuxième volet, c'est la crise géopolitique du fait de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a donné une crise énergétique. On est à peu près à 88 $ le baril de Brent aujourd'hui. Et donc, effectivement, ça redéfinit les paradigmes de l'énergie, revient en force effectivement l'idée d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, il est plus cher de rouler en voiture électrique qu'en voiture thermique. Et donc même le monde de l'énergie, les acquis du monde de l'énergie d'hier sont remis en cause aujourd'hui. Et là, avec effectivement la politique qui a été menée au Maroc depuis ces 20 dernières années, et puis le potentiel du Maroc est un argument de poids. Enfin, sur la dernière question des lions de l'Atlas, le sport à grande envergure, ça devient de l'économie. Effectivement, quand le Maroc arrive en demi-finale, que le monde entier voit le Maroc, effectivement, vous apparaissez non seulement dans le radar des individus, mais aussi des investisseurs étrangers. Et c'est la raison pour laquelle on doit être présent dans ce genre de forum. Et ce qui est applicable au sport est applicable aussi à d'autres pans du développement, notamment économique, mais pas que. C'est ce que n'a pas manqué de rappeler Aziz Akhnouch dans sa réponse en disant que c'est un effort d'investissement de supervision qui a été suivi par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et cela est applicable, que ce soit aux énergies renouvelables ou encore à d'autres aspects. Et tout ceci
et factuel, hein, n'est-ce pas? Professeur Mohamed Badine Liatiwi, je vais conclure ce tour de table sur la réaction du speech, ou en tout cas ce que vous avez entrevu peut-être entre les lignes de ce qu'a déclaré Aziz Akhnouch lors de son intervention à Davos aujourd'hui. Le chef du gouvernement du Premier ministre a été assez clair sur le rôle historique et aussi sur la place géographique du Maroc, tout en parlant aussi des choix stratégiques qui ont été faits maintenant il y a plusieurs années et qui portent leurs fruits dans un contexte international qui est très mouvant et en fait où on passe de crise en crise avec la nécessité à chaque fois de s'adapter et un royaume du Maroc qui a quelque part posé les jalons d'un leadership régional et également, notamment parler du football et de la capacité d'influence très positive qu'ont donné les Lions de l'Atlas grâce à leurs résultats historiques lors du dernier mondial au Qatar. Bien entendu, tous ces éléments-là, ajoutés les uns aux autres, permettent au Maroc de surmonter la crise du Covid, de surmonter la crise de l'inflation internationale et les conséquences géopolitiques et géoéconomiques de la guerre en Ukraine. Et tous ces éléments-là, évidemment, Aziz Akhnouch les a très bien soulignés lors de ce forum international de Davos. Et c'est aussi le moment pour le Maroc, quelque part, de vraiment s'affirmer sur le plan régional, mais aussi comme un pont entre les différentes faces de l'Atlantique et de la Méditerranée. Absolument. Et du Moyen-Orient, et nous reviendrons aussi à cette participation des pays du Golfe aussi à ce forum de Davos. Alors, il y a le forum de Davos, il y a aussi le rapport de Davos qui a été publié quelques jours seulement avant la tenue de ce forum de Davos. 2 éditions ont manqué à cause de la Covid-19. Depuis 2020, il n'y a pas eu de forum de Davos, donc un arrêt. Mais voilà, les risques ne se sont pas arrêtés avec la Covid-19 et c'est ce que met en avant ce rapport de Davos, Global Risk Report, Anas Abdo. Je vais vous interpeller là-dessus parce que bon, il y a certes la crise énergétique, de par bien sûr la guerre en Ukraine, mais pas que, en termes de disponibilité mais aussi de prix et surtout de prix. Et tout cela a bien sûr des impacts à court, moyen terme, et notamment sur la cherté de la vie. Et justement, c'est l'un des risques qui ont été pointés du doigt par ce rapport du Forum économique mondial, et qui dit que la crise du coût de la vie aura un impact dans le monde, et que le Maroc en est concerné pour les 2 prochaines années. Oui, en réalité, effectivement, dans beaucoup de pays du monde, l'énergie est une part importante dans le panier des ménages. Effectivement, on a vu, avec l'augmentation considérable des prix du pétrole et des prix du gaz, c'est vrai au Maroc, mais en réalité, c'est vrai partout dans le monde. La plupart, effectivement, des ménages et des entreprises en souffrent considérablement. Et donc, ça peut créer, effectivement, une forme d'insatisfaction sociale qui peut mener à une forme de contestation politique. Mais ce n'est pas propre, en réalité, au pays du Sud. Il y a beaucoup d'analystes et de politologues européens qui aiment à penser que c'est le propre des pays du Sud et de l'Afrique que de connaître des contestations lorsqu'il y a une augmentation des prix des matières premières. Moi, je rappelle simplement que la grande crise des Gilets jaunes, on a vu effectivement des scènes d'émeutes importantes à Paris, avait pour origine l'augmentation d'une taxe au niveau du carburant. Et donc, cette contestation politique, il y a un risque au niveau de la contestation sociale, en réalité. C'est vrai dans les pays du Sud, mais c'est vrai également dans les pays du Nord, d'autant que dans ces pays-là, la crise énergétique touche sur 2 volets. Il y a d'abord le panier des ménages, le coût pour la cherté de la vie et pour les ménages. On a vu que les prix d'électricité ont considérablement augmenté parce que l'électricité est produite essentiellement par le gaz et maintenant qui vient du gaz naturel liquéfié, tout a augmenté. Et puis, il y a un coût indirect, c'est-à-dire que les entreprises qui emploient ces personnes-là et donc qui sont les pourvoyeuses de pouvoir d'achat sont elles-mêmes affectées. Le modèle économique aujourd'hui, notamment en Allemagne, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le chancelier Olaf Scholz est présent, c'est-à-dire que l'Allemagne est directement impactée. Les Allemands ont réussi, si vous voulez, à assurer leur approvisionnement énergétique en apportant du gaz naturel liquéfié des États-Unis, du Qatar et en passant un certain nombre d'accords. Cela étant dit, malgré les importations de gaz naturel liquéfié, ce gaz-là est beaucoup plus cher que le gaz naturel qu'ils importaient de Russie. Et donc, cela ne fonctionne pas pour le modèle économique allemand où les industries lourdes sont très énergivores. Et donc, beaucoup de ces industries-là menacent de délocaliser si on ne trouve pas une solution. C'est la raison pour laquelle le chancelier était là, pour effectivement prévenir ces délocalisations, mais prévenir également la conséquence sociale de ces délocalisations qui sont toutes liées
à l'énergie. Est-ce que justement ces paramètres-là pourraient impacter, et c'est ce que affirme en tout cas la directrice générale du Forum de Davos en commentaire de ce rapport, que le Maroc fait partie donc, de ces pays-là et pourrait atteindre un état de crise perpétuelle qui les empêcherait d'investir dans la croissance future, le développement humain et les technologies vertes. Est-ce que, selon vous, non, je n'y crois pas. Le fait de la cherté du coût de l'énergie, fossile en l'occurrence, ferait que les gouvernements vont moins investir dans ces pans-là, à savoir les énergies vertes, par exemple, ou encore la tech? Il y a deux conséquences en réalité. Que certaines entreprises, notamment les entreprises pétrolières, investissent moins sur le volet des énergies renouvelables, il y a toujours un momentum à prendre en considération. Ces entreprises-là cherchent plus à approvisionner la sécurité énergétique plutôt qu'à penser la transition énergétique. Cela dit, pour le Maroc, le gros des investissements qui sont faits dans la technologie des énergies renouvelables sont beaucoup poussés par l'État. Et on sait que si le plan d'investissement qui a été fait en 2022 et le plan d'investissement qui est prévu en 2023, malgré qu'on prenne en considération d'ailleurs que les prix du pétrole ne vont pas baisser, ils sont tout à fait conséquents. On sait qu'au Maroc, il faut complètement dissocier les prix et la volatilité des prix du pétrole par rapport à nos politiques d'investissement. C'est au contraire, plus on investit sur les questions d'énergie renouvelable, plus on a une alternative, que ce soit pour notre marché local ou pour les investisseurs étrangers. Et comment un forum tel que celui de Davos est une vitrine pour justement exposer ces alternatives? On a écouté juste un extrait du discours du chef du gouvernement, mais il a mis en avant, n'est-ce pas, les avancées du royaume en termes d'infrastructures, en termes d'avancées technologiques, enfin en tout cas dans les énergies renouvelables. Comment cette participation du Maroc dans un tel forum peut-elle aider, peut-être, ou même exposer davantage ces opportunités-là d'investissement dans un monde, rappelons-le, qui vit une crise transfrontalière et multidimensionnelle? Premièrement, aujourd'hui, nous avons besoin peut-être de revenir à ce que prêchait Edgar Morin, la question de la complexité. Il y a véritablement aujourd'hui une espèce de difficulté, parfois qualifiée par les internationalistes en retenant l'abréviation VUCA, c'est-à-dire il y a beaucoup de variations, beaucoup d'incertitudes, etc. Mais le Maroc, évidemment, est soumis à la conjoncture mondiale, donc il doit à chaque fois chercher comment atténuer les effets négatifs d'une crise mondiale qui ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'elle est plus ou moins séquentielle, elle est plus ou moins cyclique, et nous avons besoin de développer nos moyens de préconisation pour d'abord les prévenir et par la suite tenter d'anticiper les futures crises qui certainement impacteront le système international. Et par ailleurs, je voudrais soulever une question importante aujourd'hui qui est avancée par les observateurs, c'est la gouvernance mondiale. Quand on parle du forum de Davos, nous sommes dans ce qu'on appelle l'informel. Mais l'informel, non pas au sens courant du terme, il ne s'agit pas d'une organisation internationale gouvernementale, comme le Fonds monétaire ou la Banque mondiale, mais tout simplement une sorte d'espace de débat. On réunit les décideurs, level, quand même. Absolument. Un espace de débat où se rencontrent vraiment le Gotha politique, le mania du business. C'est pour ça réussi. que je dis comment est-ce réussi. qu'on peut vraiment profiter d'une participation à Davos. Parce qu'il ne s'agit pas que de faire des speeches, n'est-ce pas? Absolument. Et peut-être amener du business aussi à la maison. Il faut féliciter, il faut le dire, Klaus Schwab, le fondateur en 71, qui était initialement un forum du management, en fait, du management. Mais par la suite, évidemment, en 87, avec la tectonique soulevée par la perestroïka, la fin de la bipolarité plus ou moins, toute proportion gardée, parce qu'on revient un peu à la guerre froide. Absolument. Mais je résume en ces mots, je crois que le Maroc doit saisir ce genre de fenêtre d'opportunité pour mieux cadrer son action en termes de politique publique, parce qu'il s'agit de les exposer, les politiques sectorielles, l'économie verte, etc., l'économie bleue, bien entendu, et chercher également des bailleurs de fonds. Je crois que l'enjeu aussi, c'est par rapport, entre autres, à un projet comme le gazoduc. Oui, mais l'enjeu aussi, c'est ce que je disais, c'est la complexité que vous évoquiez tout à l'heure, la complexité de la conjoncture actuelle.
et un investissement international qui est quand même assez Absolument. frileux, compte Absolument. tenu de tout ce qu'on a discuté. Donc, est-ce que vous pensez que ça aurait vraiment des résultats, cette participation à Moi, je le vois compte tenu de cela? surtout du point de vue d'abord de la participation à la construction du discours diplomatique mondial, qui doit plus ou moins rassurer les investisseurs. C'est important, en fait, de la politique. Et deuxièmement, montrer que le Maroc est un allié qui est sûr et crédible et qui pourrait, comme ça a été dit tout à l'heure par notre collègue, qu'il est aussi la porte de l'Afrique, et c'est un pont vers l'Europe. Donc, ce qui fait que nous sommes dans un processus de construction, de partenariat. Il s'agit tout simplement de frayer aussi sa voie dans les projets qui vont se concrétiser dans les années à venir. Henri Védier, je vais vous interpeller sur un des éléments qui pèsent réellement sur cette conjoncture mondiale et notamment européenne, c'est les risques de récession. Si la plus grosse économie européenne est aujourd'hui face à ce spectre de l'inflation, mais surtout de la récession, je parle bien sûr de l'Allemagne, qui a été évoquée tout à l'heure par Anas Abdoun. Comment, selon vous, justement, les dirigeants peuvent rendre cette récession potentielle, on ne sait pas si elle va vraiment avoir lieu ou pas, mais en tout cas, beaucoup d'observateurs et même le Fonds monétaire international l'a affirmé. Comment quelle est la marge de manœuvre des dirigeants européens aujourd'hui pour la rendre surtout courte et à faible impact, justement, à moyen et long terme, et donc peut-être même un peu réduire sa profondeur à cette récession? Alors, je vais peut-être te surprendre, mais je ne crois pas qu'on est dans une période inflationniste. Il y a un choc inflationniste qui est 2022-2023 et qui devrait sans doute s'arrêter en 2024. Toutes les prévisions actuelles, bien évidemment, en considérant que la guerre de l'Ukraine s'arrêtera dans l'année ou l'année suivante, montrent que la spirale inflation-salaire n'est pas engagée. D'ailleurs, si vous prenez le cas de l'Europe, les augmentations de salaire sont inférieures à l'augmentation des prix. Ça, c'est un point qui, je crois, est très important. J'ajouterais, pour justifier mes propos, qu'aujourd'hui, en Europe, le prix de l'énergie est inférieur à celui avant la guerre de l'Ukraine et que le gaz redevient à des prix normaux. Par contre, Vous parlez de quelle partie de l'Europe, Henri Védier? Pardon? Vous parlez de quelle partie de l'Europe où les prix de l'énergie ont baissé à des niveaux avant-guerre? Le taux d'inflation en Europe, il est entre 10 et 12. Mais par exemple, en France, il est de 6. Par exemple, en Allemagne, il est plus que la moyenne pour une fois. En Espagne, c'est moins important car il y a une tarification de l'énergie qui n'est pas la même que celle que la France et l'Allemagne ont. C'est quand même extrêmement complexe parce que il n'y a pas un pays qui a la même logique, le même logiciel. Je voudrais revenir sur un point important. Le prix de l'électricité. Il n'est pas basé sur le prix de revient, il est basé, pour les Européens, Allemands et Français, sur le prix du gaz. Tout simplement parce qu'il y a eu un accord qui ne voulait pas pénaliser l'Allemagne si on le basait sur le coût de l'électricité, par exemple français, d'énergie nucléaire, donc on sait qu'elle est beaucoup moins chère que les sommets atteints ces jours derniers. L'Espagne, l'Italie ont choisi de se désengager de cette logique de prix. Et le prix de l'énergie en Espagne et en Italie n'est pas du tout le même que celui de l'Allemagne. L'Allemagne, effectivement, est l'économie qui aujourd'hui en Europe pose le plus de problèmes, pour deux raisons. La première, c'est qu'elle n'a pas respecté une règle qui est classique pourtant, diversifier ses sources lorsque ses produits ou services sont stratégiques. Et en se liant à 90% à la Russie, eh bien aujourd'hui l'Allemagne se retrouve effectivement dans un schéma complexe. Je donnerai un exemple pour montrer l'ampleur de la crise. Il n'y avait pas de port allemand
disons, capables d'accueillir des méthaniers. Mm. Ils sont en train d'être mis en place. Il faut savoir aussi que Nord Stream 2 a été inauguré pour ne jamais servir. Un investissement lourd et une dépendance totale de l'Allemagne qui, elle aussi, a fait un choix du non-nucléaire. Donc le schéma allemand, aujourd'hui, est en difficulté. Mais ce que vous Et dites moi, là, je ce suis que vous dites, profondément en fait, si vous dites que l'inflation ne touche que l'Allemagne, alors, J'ai pas dit qu'elle touchait que l'Allemagne. pas J'ai principalement, dit qu'elle était très variable selon les pays. oui. Et j'ai dit que l'inflation, cette année, est élevée, en 2022, qu'en 2023, elle devrait être divisée par 2, et qu'en 2024, on espère qu'elle sera de retour entre 2 et 4%. Ce sont les prévisions que font beaucoup Oui. d'experts européens. Moi, j'ai été à Marrakech au Atlantic Dialogue, on a écouté avec attention quand Troscan qui disait qu'on n'était pas dans une logique de spirale inflationniste. Mais on est dans une logique, Et- en tout cas selon les données du Forum économique mondial, dans une logique de stagflation. Alors, la stagflation, c'est cette Alors, période la où la stagflation, c'est récession autre chose. combinée C'est de au l'inflation chômage sans est croissance. combinée à l'inflation. Donc on a 3 éléments Non. là-dedans. On n'a pas que la cherté La du coût de la vie, stagflation, c'est de on a la l'inflation hausse sans du croissance. chômage. On a la hausse du chômage Alors- qui est aussi due à la récession parce qu'on doit faire des coupes budgétaires afin de faire face aux impacts de la récession, donc une baisse de la croissance économique et de la productivité, ce qui fait que c'est un cercle vicieux. Et pour beaucoup d'analystes, dont ceux du Forum économique mondial, parlent d'une stagflation quand même qui est là pour durer pour au moins 2 ans. La stagflation, c'est l'inflation sans croissance. On sait très bien qu'en 2023, il n'y aura pas croissance. Pour certains pays, il y aura même récession. C'est ça. On ne sait pas encore lesquels, Mm. mais bien évidemment, les perspectives 2023 de la croissance mondiale sont très faibles. Je vais vous donner un exemple qui est sorti très récemment. La croissance chinoise à 3%. On n'a pas vu ça depuis 30 ans. Hein. Mm. Donc, ça, c'est une donnée. La Exact. croissance indienne divisée par 2. C'est vrai, 2023. Mais ce qui est vrai aussi, d'après nombre d'experts, c'est qu'à partir de 2024, normalement, on rebondit. Donc, on peut se tromper. Mais je pense que nous Je avons un l'espère langage pas, hein, en tout cas. On l'espère pas. J'espère vraiment que ça va vraiment rebondir pour 2024 pour rester optimiste. Non, alors, j'insiste sur ce point. Beaucoup d'experts économistes sont pessimistes. Moi, je pense qu'on n'a pas le droit d'être pessimiste quand on n'a pas de certitude. Pourquoi? Parce que Keynes nous a appris les anticipations. Plus vous allez donner de la situation, une situation catastrophique, plus vous allez nourrir le processus de crise. Ok. Je pense qu'il faut, quand on n'est pas certain de la situation, nuancer ses propos, c'est ce que j'essaie de faire, et ne pas dire on est certain d'avoir de l'inflation dans 2-3 ans, on est certain d'avoir de la récession. Mhm. Aujourd'hui, je crois que heureusement ou malheureusement, on ne peut rien affirmer, et ce d'autant plus qu'on ne sait pas quand et comment le conflit ukrainien va se terminer. Exact, exact. Mohamed Badine Liati, une question peut-être, et là, on va peut-être mettre le cap sur la région où vous vous trouvez actuellement. Vous êtes donc à Dubaï. On ne peut pas dire que la cherté du coût du baril impacte de manière négative les pays du Golfe, donc exportateurs d'hydrocarbures. Et d'ailleurs, c'est le cas notamment pour l'Arabie saoudite qui est en train de mener des réformes extraordinaires et pharaoniques, enfin en tout cas en termes de chantier. La même chose pour les Émirats arabes unis. Il y a cette diversification aussi de leur économie qui a aidé. Ce ne sont pas que les prix du baril qui ont aidé. Mais comment se positionnent justement les pays du Golfe par rapport à cette vitrine qu'est le Forum économique de Davos, d'autant plus qu'il y a parmi les questions qui sont discutées, où on met vraiment la lumière dessus, plein phare d'ailleurs, c'est le changement climatique. Et on le sait, les Émirats arabes unis vont accueillir la COP28. Donc, et sachant que c'est aussi des pays qui exportent des énergies fossiles. Donc, comment se positionnent ces pays du Golfe là-dedans?
Alors, les pays du Golfe, notamment alors les Émirats arabes unis, pour commencer par eux, puisque c'est le pays dans lequel je réside, ont décidé de se positionner de manière assez, on va dire, offensive, puisqu'ils vont recevoir, comme vous l'avez dit, la prochaine COP, et celui qui va être chargé d'organiser tout ça, le sultan Al-Jaber, est aussi celui qui dirige ADNOC, qui est la compagnie nationale de pétrole d'Abu Dhabi. Donc, comme vous l'avez très bien dit, ils jouent un peu sur les deux tableaux, puisqu'ils sont des exportateurs de pétrole et également de gaz, et ils sont ceux qui vont accueillir la COP, qui va chercher quelque part à essayer de réduire cette dépendance et son impact climatique. Donc ça prouve aussi qu'il y a un véritable côté offensif d'être à la fois présent des deux côtés du manche, on pourrait dire. Il y a aussi cette volonté via les fonds d'investissement, et ça c'est commun à de nombreux pays du Golfe, les Émirats, le Qatar et bien entendu l'Arabie Saoudite, le Koweït qui avait le premier fonds d'investissement dans les années 60 et qui après a eu d'autres problèmes suite à l'invasion irakienne. Mais tous ces pays-là, en fait, ont voulu diversifier à des moments différents et à des degrés divers leur économie. Là, ce qui est intéressant, c'est que la première économie de la région Moyen-Orient, qui est l'Arabie Saoudite, a décidé vraiment de passer un cap, et Mohammed Ben Salman, qui est prince héritier et Premier ministre depuis 2015-2016, avec son projet Vision 2030, veut vraiment passer le cap de la diversification avec la création de villes nouvelles, comme le projet NEOM. Il y a beaucoup d'autres projets faramineux, comme vous le savez tous. Et donc, on voit que c'est une région qui cherche quelque part à se montrer dynamique. Et on l'a vu aussi à la période du Covid. Les Émirats arabes unis, avec notamment Dubaï, est resté ouvert au tourisme. Donc, cette volonté de diversification est assez ancrée. Le Qatar a organisé une Coupe du Monde qui a été un succès, malgré certaines critiques en Occident qui ont existé avant le mondial. Mais ça a été une réussite, on va dire, au-delà du sport, aussi en termes d'image pour eux. Donc, on voit que les fonds d'investissement, les fonds souverains, qu'ils ont finalement remplis d'argent grâce à leurs exportations d'énergie, leur servent aujourd'hui à être dans une situation finalement très différente des pays européens. On parlait par exemple de l'Allemagne, mais il y a aussi le cas de la France et d'autres pays d'Europe occidentale qui souffrent de cette question énergétique liée en partie à la guerre en Ukraine. Et on voit qu'au Moyen-Orient, il y a cette volonté de se positionner comme de futurs leaders, non pas seulement régionaux, mais aussi mondiaux, tout en cherchant à diversifier ses partenariats économiques et commerciaux, à chercher à sortir de la relation finalement qui avait été nouée après la Seconde Guerre mondiale par les Saoudiens et un peu plus tard par les autres pays du Golfe avec les États-Unis. Donc on est vraiment à un moment de bascule avec aussi une économie, je pense qu'on en parlera, qui penche de plus en plus du côté de l'Asie, notamment la Chine et l'Inde, qui sont en train de devenir de véritables leaders mondiaux, même si pour les Chinois, on le savait depuis un certain temps. Donc ce moment de bascule, les pays du Golfe veulent jouer un rôle parce que, un peu comme le Maroc dans un autre style, ils ont le positionnement géographique ils ont aussi de leur côté, on va dire, des finances qui le permettent. Et il y a une volonté de sortir d'une dépendance. Mais la géographie joue bien sûr pour eux un rôle très important. Et on verra si ces stratégies fonctionnent pour l'ensemble de ces pays. Bahreïn est en train aussi, plus timidement et avec beaucoup moins de publicité aussi, d'essayer de monter un projet Vision 2030, à voir si ça fonctionne. Et on verra comment est-ce qu'ils vont se positionner aussi par rapport aux autres, on va dire, poids lourds régionaux comme la Turquie par exemple, et d'autres pays qui sont dans des situations plus complexes pour différentes raisons très diverses, comme l'Iran par exemple, qui a des sanctions, à voir comment leur future négociation avec les Américains, si elles s'avèrent positives pour eux, pourrait aussi leur permettre de revenir un petit peu dans le jeu. Est-ce que ça va aussi froisser les pays du Golfe? Donc tout ça va être très intéressant à suivre, sachant que les Iraniens ont de très bonnes relations avec les Chinois. Donc on est vraiment face à une recomposition des alliances et des équilibres. Mais on l'a vu d'ailleurs, Prince Mohammed Ben Salman qui avait reçu en grande pompe le président chinois le mois dernier et qui avait déclaré d'ailleurs que The New Europe is the Middle East. Mohammed Ben Salman, Dixit Mohammed Ben Salman, c'est-à-dire la nouvelle Europe, c'est le Moyen-Orient. Anas Abdoun, peut-être une réaction
où peut-être je vais vous interpeller sur la flexibilité pour surmonter les crises d'aujourd'hui et la volonté que montre, parce qu'on a vu là, la diversification pour les pays de Middle East, mais cette diversification est-elle applicable sur d'autres régions du monde afin de faire face justement à ces crises multiples qu'on est en train de vivre aujourd'hui ? C'est vrai que le Moyen-Orient a cette particularité, d'ailleurs c'est très historique, c'est-à-dire c'est une génération qui a connu la fameuse crise des perles, et donc ils savent que quand on a une richesse, elle ne se régénère pas forcément. Et donc très rapidement, effectivement, la stratégie moyen-orientale était de diversifier, mais d'abord au niveau de l'industrie, il ne faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que les pays moyen-orientaux ne se contentent pas aujourd'hui de vendre du pétrole et du gaz. Ils ont commencé par vendre du pétrole et du gaz. Maintenant, les pays moyen-orientaux possèdent les plus grandes raffineries du monde et exportent des carburants partout dans le monde. Il y a 2 endroits dans le monde où on ouvre des raffineries, c'est au Moyen-Orient et en Asie. En Asie, parce qu'il y a une croissance démographique et économique, donc c'est pour les besoins internes, tandis qu'au Moyen-Orient, quand vous dites l'Asie, c'est plutôt l'Asie, c'est Singapour Chine, et c'est la Chine et l'Inde, bien sûr. Mais c'est pour Singapour, c'est pour l'export, mais pour les 2 autres, c'est vraiment pour la sous-région et pour les besoins nationaux. Tandis qu'au Moyen-Orient, les raffineries augmentent leur capacité pour exporter, notamment en Afrique de l'Est, notamment en Europe, etc., concurrençant d'ailleurs directement les raffineries nord-européennes. Ils sont en train de rapatrier tout doucement les activités de trade qui étaient opérées soit à Londres, soit à Zug ou à Zurich. Et donc, ils vont globalement, dans une analyse des chaînes de valeur, ensuite attaquer la pétrochimie. Une fois qu'ils ont fait cela et fort de ces revenus, ils commencent à diversifier sur là où ça peut être compétitif. Donc, on a vu que les Émirats arabes unis, il y a cet adage aux Émirats arabes unis qui dit le pétrole nous a apporté la richesse, mais c'est la mer qui nous a apporté la fortune avec le port, etc. Quel est le comparatif que l'on peut faire pour les autres pays, surtout les pays producteurs d'énergie ? On voit qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a une vraie prise de conscience pour les pays producteurs de pétrole, que ce soit l'Angola, le Nigeria, récemment le Sénégal, la Mauritanie. Ils ont tous eu effectivement ce paradoxe économique qui était très africain d'exporter le pétrole brut, qui n'a pas de valeur en réalité, et d'importer le carburant raffiné. On a vu qu'il y avait des investissements colossaux de l'ordre de 26 milliards de dollars pour une raffinerie au Nigeria. On voit des projets qui prennent forme en Guinée équatoriale, en Angola. Et donc, je crois qu'il y a une prise de conscience d'une nécessité de diversité. Et même pour le Maroc, qui n'est pas un pays pétrolier, qui normalement aurait dû simplement rester observateur et dire, bon, la nature ne m'a pas donné de pétrole, on en reste là. Déjà, on est en train de prospecter fortement. On sait qu'il y a des données géologiques et océanographiques qui nous sont favorables. Encore faut-il réussir à convaincre les majors de venir prospecter. Et puis, parallèlement, on a misé, il y a 20 ans, dans les énergies renouvelables. Et je rappelle, aujourd'hui, c'est une évidence de parler d'énergie renouvelable, de capacité solaire, venteuse, d'hydrogène vert. Il y a 20 ans, lorsqu'on commençait le chantier NO, on était en décalage. Les énergies renouvelables, c'était quelque chose qui était propre aux pays du Nord, au Danemark, à la Norvège. Produire un peu d'électricité pour booster le mix énergétique. Les prix du baril n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Oui, effectivement, ils oscillaient aux alentours de 50 $. Ce n'était pas rentable de le faire. Exact. Et c'est l'avantage, vous citiez tout à l'heure effectivement le cas du football, etc. C'est l'avantage qu'on a au Maroc, c'est qu'on a le sens de la politique et du temps long. On ne cherche pas à faire une politique pour régler les problèmes dans 2 ou 3 ans. De toute manière, la politique, c'est le temps long. Et la particularité institutionnelle qui est la nôtre, c'est qu'on peut voir les projets dans 20, 30 ans. C'est vrai pour les énergies renouvelables, c'est vrai pour Tangemet, c'est vrai pour la politique industrielle. Tout ça fait partie de la diversification qui est la nôtre, parce qu'à l'époque, on n'exportait que des produits agricoles. Et le tissu industriel aujourd'hui, avec la politique énergétique qui est la nôtre, la politique portuaire et les connexions maritimes, lorsque chaque dossier, on travaille de manière séparément, mais avec la vision stratégique, lorsque vous mettez tout ça en commun, vous avez une véritable vision macroéconomique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Maroc exporte massivement. On a eu par exemple cette année en 2022 plus de 10 milliards de dollars pour l'industrie automobile, plus de 2 milliards pour l'industrie aéronautique. On est très présent dans les métiers monde. Et puis c'est pour ça aussi qu'on doit être présent dans ce genre de forum, parce que c'est là où tout se décide entre les décideurs politiques, les décideurs économiques, et c'est là où effectivement il faut insuffler l'idée qu'il y a une mise à jour au Maroc. Moi je voyage beaucoup au Moyen-Orient, il y a un peu cette idée au Moyen-Orient, on a conscience que le Maroc est non pas un pays émergent, il faut se dire les choses, on n'a pas 7 ou 8% de croissance, mais il y a quelque chose qui se passe. On est dans le balbutiement de quelque chose, il y a une situation liminaire qui est favorable, et il faut distiller cette idée, cette réflexion auprès des investisseurs européens et américains. Je crois que c'est très important. Et je pense que c'est un peu la mission de la délégation marocaine qui Absolument. est représentée, je le rappelle, par le chef du gouvernement, en tout cas dirigée par le chef du gouvernement, mais aussi avec la présence du ministre
de l'industrie, de notre ministre Leila Benali de la transition énergétique, mais aussi du ministre chargé de l'investissement et du patron de l'Agence marocaine du développement des investissements et de l'export. On parle de ressources naturelles, Zakaria Abou Dahab. Alors certes, le Maroc n'a pas de ressources naturelles, il a bien sûr le phosphate, mais là aussi, il y a une vision qui va au-delà du simple exportateur, mais du garant aujourd'hui, parce que j'ai parlé du garant de la sécurité alimentaire de son continent. Alors, je voudrais vous interpeller là-dessus, parce qu'on a commencé ce débat, on va probablement le clore, sur ce nouveau multilatéralisme et ce rôle du Maroc dans son continent par rapport à la sécurité alimentaire. Effectivement. Alors, le Maroc a toujours été, on va dire, le bon élève du multilatéralisme d'abord, parce qu'il a mis en congruence son action longtemps, il y a longtemps, du moins à partir des années 80, avec les fameux PASS, programmes d'ajustement structurel, avec l'action des organisations internationales, notamment économiques. Il a adhéré au GATT devenu OMC, mais même à Marrakech, il a eu la fondation de cette institution. Et par la suite, il a quand même engrangé une grande expérience en termes de gestion, et notamment dans une optique de combinaison entre les politiques publiques nationales avec les politiques publiques internationales. Ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est que Sa Majesté, durant 2022, notamment dans ses discours, avait mis l'accent beaucoup sur la question de l'eau, l'économie de l'eau, et en même temps, le Maroc sait très bien, dans le cadre d'une option en termes d'indépendance stratégique, c'est-à-dire énergétique, sanitaire et alimentaire, qu'il faudra dès maintenant prendre le taureau par les cornes et tenter un peu d'optimiser son potentiel, parce que c'est un pays le plus gros producteur du monde en termes de phosphate, mais pas le premier pays exportateur, et en même temps faire en sorte, entre autres, que l'OCP, qui avait décliné sa stratégie 2023-2027 devant Sa Majesté, a contribué à rendre, on va dire, opérante la sécurité alimentaire, non seulement au Maroc, mais également, notamment en Afrique de l'Ouest. Et donc déjà, il y a des initiatives de type 3A, adaptation de l'agriculture africaine. Il y a également la question du partenariat vert avec l'Union européenne, premier pays en dehors de cette zone à avoir conclu ce genre de partenariat. Moi, je crois que cette question, elle est fondamentale, accélérée en raison ou à cause de la guerre en Ukraine. Ça va de soi, en dépit des tentatives faites, entre autres, par M. Macky Sall, qui présidait l'Union africaine auprès de M. Poutine pour rendre l'accord sur les céréales encore plus opérante. Mais je voudrais dire une chose, après les interventions des orateurs, on a besoin aussi d'ordre et on a besoin de redéfinir aussi l'architecture normative mondiale, puisque moi j'ai l'impression que le multilatéralisme... Vous dites ordre, vous savez très très bien que quand on parle d'ordre et mondial et qu'on parle du Forum économique de Davos, il y a, les plus complotistes parlent de resetting, ou on parle du nouvel ordre mondial. Donc finalement, c'est vraiment en train de se passer aujourd'hui. Alors, l'ordre économique, surtout international, c'est un ensemble cohérent de normes orientées en fonction des finalités du système. Il y a des chartes mondiales qui ont fait leur œuvre depuis au moins 45, sinon 44 avec Bretton Woods, etc. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps mondial nouveau. À mon sens, il est temps de revoir un peu les choses, réorganisation, recomposition, etc. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, aujourd'hui, mettre en otage le devenir du monde entre les mains de certains qui possèdent la richesse et d'autres qui doivent subir. Donc nous avons également besoin d'un discours apaisant, lénifiant, rassurant sur le plan philosophique, sur le plan des idées, et en même temps, parce que sinon, on va être dans ce qu'on appelle le self-help, le chacun pour soi, et ce n'est pas bon pour la sécurité mondiale. Entre autres. Vous me tendez la bonne perche pour la transition. Henri Védier, je n'ai pas oublié de vous interpeller, c'est ce que je fais maintenant, sur la mondialisation, sur cette redéfinition. Je n'ai pas dit que c'était la fin de la mondialisation, bien loin de là, mais cette remondialisation, ou cette renaissance, ou redéfinition, ou ce nouvel ordre mondial, et surtout avec l'absence. Joe Biden, bon, Vladimir Poutine, c'était un peu prévisible. Xi Jinping, qui d'autre? Emmanuel Macron. Bon, bref, il y a beaucoup de leaders mondiaux qui ne sont pas présents à Davos cette année. Donc, est-ce que cela ne nous interpelle pas sur justement cette faiblesse de la mondialisation de nos jours? Moi, je crois que ça traduit effectivement la faiblesse du débat sur la mondialisation.
Je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de participants, car je crois que les absents ont toujours tort. Mais concrètement, il y a tellement d'opposition au sein du G7 sur l'approche de la mondialisation. Bien. Il y a maintenant deux leaderships qu'il faut accepter, le leadership américain, le leadership chinois en Asie. Je crois que de ne pas accepter ce double leadership est contraire à la réalité. Et d'autre part, je crois qu'il y a un autre élément qu'il faut aussi signaler, c'est que nous sommes confrontés avec, depuis l'expérience de Donald Trump, voilà, au développement des échanges bilatéraux. Regardez par exemple le rôle de l'OMC aujourd'hui. L'OMC a joué un rôle très important à la fin du XXe siècle. Maintenant, l'OMC, eh bien, on en parle, mais si je vous demandais de citer une dernière mesure récente de l'OMC, Mm. je crois qu'on est bien incapable d'en citer une. Compliqué, oui. Donc oui, effectivement, le monde change. Nous sommes dans un monde multipolaire. Hein, je crois qu'il faut l'accepter. Je crois qu'il y a des enjeux, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, lorsqu'on parle de l'Afrique, il y a encore beaucoup de territoires africains où le manque d'électricité est tel qu'il y a des coupures dans la journée d'électricité. Et quand on veut asseoir un développement industriel, on a besoin d'électricité, on a besoin d'infrastructures. Et ça, bien évidemment, on parlait tout à l'heure d'inciter les investisseurs. Mais les investisseurs, ils ont besoin de la stabilité politique, ils ont besoin d'infrastructures logistiques, ils ont besoin de présence de potentiel d'électricité. Ils ne viendront pas pour mettre en place des usines d'électricité. Ils viendront que s'il y a des usines qui produisent de l'énergie. Ça, je crois que c'est aussi un élément central. Alors, Davos, ça a été rappelé en introduction, c'est quand même une organisation qui ne prend jamais de décision, mais comme les réunions du G20 ou du autre, Mm. on discute. Et c'est très bien de discuter, c'est très bien de se rencontrer. Pour autant, quand on repart, est-ce qu'on a vraiment modifié les, les priorités de la planète? Je ne le crois pas. Moi, je ne le crois pas. Je voudrais revenir sur deux points par rapport à mes collègues intervenants auparavant. D'abord, je voudrais rappeler qu'on a parlé de l'exemple du Maroc pour les énergies renouvelables. Et moi, j'avais cité dans un livre dont on a eu la gentillesse de rappeler l'existence d'une volonté plus forte que les sables. C'est que lorsque Mohamed VI prend la décision des programmes d'énergie renouvelable, le prix du baril de pétrole est au plus bas. Et ça aussi, ça montre très bien que quand on a quelqu'un qui est capable d'anticiper et de se projeter dans le long terme, c'est pas la conjoncture qui prend la décision, c'est une réflexion qui dépasse l'état conjoncturel. Et aujourd'hui, on pourrait penser que le prix du baril étant au plus haut, eh bien, on pourrait se tourner vers d'autres énergies. Hein. J'ai été surpris qu'on ne parle pas du nucléaire, hein, parce que j'ai lu, mais je peux peut-être me tromper, qu'il y avait aussi une réflexion au Maroc, peut-être pas pour des projets nucléaires, mais s'intéresser quand même à cette possibilité, car je rappelle que en matière énergétique, le Maroc, c'est l'exemple d'un pays qui a toutes les formes possibles d'énergie, à l'exception du nucléaire. Et autre remarque que je voudrais faire sur la mondialisation, il y a un pays qui m'a toujours, parce que j'y ai enseigné, mais que je crois que la Russie, déjà bien avant l'Arabie saoudite, sa diversification économique, ce sont les Émirats arabes unis. En 2021, le PIB émirati, il n'était que à 30% dépendant des énergies, du pétrole ou du gaz. Donc 70% du PIB qui venait d'ailleurs, je crois qu'il faut le rappeler et souligner cet exemple, qui montre aussi que la mondialisation, je crois qu'elle va perdurer, qu'elle va prendre
d'autres visages, mais elle n'a jamais été totale. Et ce sera ma conclusion. On n'a jamais eu une mondialisation totale. Elle a toujours été plus ou moins forte selon les périodes de l'histoire. Alors, merci Henri Védier, vraiment pour être assez fair sur le timing. J'ai laissé le dernier mot à Mohamed Badil Yatiwi. Vraiment un dernier mot pour clore cette discussion et je vous laisse libre cours pour ne pas peut-être vous... Même si, franchement, je voudrais juste vous interpeller là-dessus et sur le rôle du Maroc dans cette nouvelle mondialisation, dans ce nouvel ordre mondial. On doit focaliser sur le Maroc. Ce qui m'a beaucoup intéressé et plu dans le discours de Aziz Akhannouch, c'est quand il a parlé de l'échec de ceux qui évoquaient la fin de l'histoire. Ça fait référence à Fukuyama, qui est un auteur important des années 90 pour tous ceux qui enseignent et qui étudient les relations internationales. Et Fukuyama parlait de fin de l'histoire, qu'avec la fin du communisme, avec la fin de la guerre froide, on aurait une forme de libéralisation du monde, qu'elle soit politique ou économique. Et on voit, après 3 décennies finalement, que c'est un échec et qu'on part vers une nouvelle reconfiguration avec, comme l'a très bien dit mon cher collègue, le professeur Abou Dahab, on a désormais, certains parlent de nouvelle guerre froide, d'autres parlent de 2 pôles qui vont s'affronter, celui des démocraties libérales et celui, on va dire, des régimes dits autoritaires, démocratie libérale, dictature pour certains. Et là, on est face à cette reconfiguration avec de nouveaux enjeux, de nouvelles questions, et un Maroc qui, quelque part, de par son histoire, de par sa culture, de par son système politique original, peut être le pont entre ces régimes antagonistes, entre ces visions du monde clairement opposées. Et une fois de plus, le Maroc pourra, à travers les stratégies qu'a pu évoquer par exemple M. Anas Abdoun, tirer profit des stratégies de long terme qui sont mises en place par Sa Majesté le Roi, avec une volonté de prendre son temps, mais aussi de regarder l'évolution du monde et d'en tirer les fruits une fois qu'ils seront mûrs. Et là, je pense que toutes les clés sont entre les mains du Maroc pour bien analyser la situation et aussi commencer à récolter les fruits de sa sagesse et quelque part le fait d'avoir pris le temps de bien observer les choses et de bien les analyser, de mettre en place des projets sur le long terme. Car on voit que le court-termisme, finalement, n'apporte pas grand-chose sur le plan des relations internationales. Et peut-être, comme l'a dit le professeur Abou Dahab, la mise en place sur le long terme d'un nouvel ordre mondial avec des instruments internationaux, que ce soit au niveau organisationnel ou institutionnel, plus performants pour mettre en place ce nouveau paradigme. Et je pense que le Maroc a un rôle à jouer d'un point de vue continental africain, ça c'est sûr, mais surtout en tant que pont entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Orient et l'Occident. Ça, j'en suis profondément... Surtout avec cet élément que promeut le Maroc, et ce depuis plusieurs décennies, voire même, j'ai envie de dire, des siècles, le dialogue civilisationnel. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur Badil Yatiwi. Merci à vous. Merci. Et mes remerciements à vous également, Henri Védier. Merci. Merci à vous. Merci Anas Abdoun, merci d'avoir enrichi ce débat. Encore merci pour l'invitation. Et bien sûr, merci à vous également, professeur. Merci beaucoup, Madame Ihsan. Toujours un plaisir. Merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.